sont les grands défis qui minent la République démocratique du Congo? Et aussi, est-ce que les Congolais, dirigeants comme dirigés, comprennent la grandeur de préserver l'unité nationale? Merci beaucoup pour la question. Il faut aller au but. On a parlé, il y a eu un accord entre les deux leaders à l'époque, mais je pense qu'un accord qui n'est pas passé par le Parlement n'engage pas le peuple congolais. Et surtout que le pays, le Congo, est un État conventionnel. Depuis sa création par les grandes puissances, jusqu'à nos jours, nous sommes un pays habitué à des guerres, à des conflits. Les grandes puissances elles-mêmes se sont affrontées à cause des ressources naturelles et après leur conflit, ils ont divisé toute l'Afrique. Après l'indépendance, 5 jours après, le Congo était plongé dans une crise politique avec des gouvernements parallèles. Vous avez le Lumumba à Kinshasa, Gizengantoine à Kisangani, Tchombe dans le Katanga, Kalonji dans le sud du Kasaï. Donc c'est un pays qui a des ramifications extérieures et par rapport aux défis que nous avons, les défis sont multidimensionnels. Un, du point de vue de la classe politique, l'élite, partout dans le monde, seules les élites qui participent à l'émergence de leur pays. Je vous donne l'exemple d'un compatriote, je ne peux pas dire compatriote, d'un sujet pakistanais, Abdul Khan. C'est lui le concepteur de l'arme nucléaire aujourd'hui que le Pakistan a. C'est un physicien. Il a tout fait, les Américains ont essayé un peu de l'empêcher, le gouvernement Musharraf l'avait protégé pour qu'il puisse continuer ses recherches. Aujourd'hui, le Pakistan, c'est le premier contingent des Nations Unies avec une arme nucléaire et aujourd'hui en compétition avec l'Inde. Mais c'est un pays, jadis, était attaché à l'Inde. Ils se sont battus pour avoir leur indépendance. Donc, il est question maintenant de notre élite. Qu'est-ce que nous faisons de ce pays? Parce que nous pouvons toujours dire que les dirigeants ne font rien, mais qu'est-ce que nous aussi nous faisons à notre tour en tant que peuple? Vous avez les Gomatraciens, comment ont-ils accueilli cette nouvelle, cette arrivée? La Charte des Nations Unies vous parle de l'autodétermination d'un peuple à se choisir de ses propres dirigeants. Et ce schéma a souvent été toujours adopté par les Nations Unies. C'est le même problème que nous avons avec les Sahraouis occidentaux. C'est depuis le génocide rwandais de 1994 jusqu'à nos jours, l'Est du pays est toujours occupé. Bon, je ne peux pas dire même occupé, menacé, convoité par les multinationales qui sont là-bas. Alors, il y a toujours des interférences, des ramifications étrangères qui entrent au niveau du pays et qui trouvent déjà une porte ouverte pour dire qu'à l'Est du pays, il y a un problème identitaire. À l'Est du pays, il y a des ressources naturelles, il y a les multinationales qui s'interposent de ce côté-là. Il y a un problème aussi de leadership, comme je viens de le dire. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ces défis? Nous devons prendre conscience. Le chef de l'État, Félix, a prêté serment devant le drapeau du pays, la Constitution. Il a juré de défendre l'intégrité du territoire national. Et je demande au président de la République de se sacrifier pour la nation parce que vous avez pris un serment, un contrat social avec le peuple congolais de les défendre. Et il y a quelqu'un qui me dit non, c'est déjà fini, la partie est occupée. Non, la partie n'est pas occupée. Ce n'est pas comme le cas de l'Ukraine. Quel est le pays étranger ou un Congolais qui a placé un drapeau de notre pays? Même Kagame a peur. Ils peuvent assiéger toute une population, mais jamais dire qu'on doit enlever le drapeau de la RDC. Non, non, non plus. C'est-à-dire qu'il y a un sens du nationalisme, il y a ce vaccin que les Congolais, peu importe ce qui nous divise, les divergences ethniques, politiques, le Congo doit faire preuve de la grandeur. Dans notre livre national, qu'est-ce que nous disons? Nous peuplerons ton sol pour ta grandeur. Mais comment nous pouvons atteindre la grandeur du Congo si on ne parvient pas à relever d'abord les défis que nous avons? Aujourd'hui, le défi, c'est d'abord faire une alliance stratégique avec le peuple. Je vous dis, dans le monde entier, même si Kinshasa va signer des accords d'ici le 15 juin avec Washington, bien que maintenant à l'est du pays, ça commence à bouillonner, parce que cet accord peut mettre
en jeu les intérêts de certains, mais la seule alliance qui peut réussir pour que le Congo puisse être un État puissant dans les conseils des nations, c'est autour de son peuple. Donc aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas une bonne alliance. Il y en a, cette alliance Oui. est là, mais elle est un peu embryonnaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez sur les réseaux sociaux, les gens réfléchissent tribu. C'est ce que nous dénonçons. Avant tout, nous sommes les produits de la nation. Oui. Nous ne sommes pas les produits de nos tribus, ni des partis politiques. Lorsqu'il faut parler du Congo, nous devons oublier tout ce qui nous divise. Papa, je vous dis que si les Congolais ne prennent pas conscience, nous allons pleurer comme les Libyens aujourd'hui pleurent. Les Somaliens pleurent. N'oubliez pas que la Somalie, sa capitale a été délocalisée à Nairobi pendant plusieurs mois à cause de l'insécurité de ce côté-là. Donc, les Congolais doivent prendre conscience pour dire que nous devons soutenir les institutions de la République. Ce qui se passe d'une manière parallèle, il faut qu'il y ait un cadre juridique, institutionnel, politique qui doit coordonner les efforts des uns et des autres. Moi, je pense que nous avons vécu ensemble avec le Rwanda. Le peuple rwandais ne partage pas du tout l'opinion des autorités de Kigali non plus. Tout comme les Congolais ne sont pas ennemis des Rwandais. Mais il y a une situation qui nous a été imposée. Aujourd'hui, j'ai toujours interpellé le HCR. C'est le HCR qui est à la base de tout ce que nous connaissons actuellement. Le HCR, en ouvrant les frontières pour accueillir les Hutus, les génocidaires comme Paul Kagame le parle. Aujourd'hui, la question des FDLR, c'est une question épineuse pour la sécurité du Rwanda. Si réellement Kagame pense que c'est le FDLR qui devient une menace pour sa sécurité intérieure, mais j'en appelle à la conscience des Nations Unies, que Kinshasa, à travers notre ministre des Affaires étrangères, de faire parvenir la note, nous, peuple congolais, nous demandons qu'il y ait une conférence internationale chapeautée par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils ont fait arriver les réfugiés, Hutus, les anciens dignitaires d'Abiyarimana, avec des armes, avec de l'argent. Aujourd'hui, ça nous pose des problèmes. Qu'on puisse d'abord vider cette question-là, si réellement Paul Kagame tient à ça. Qu'on puisse résoudre les problèmes du FDLR, et nous-mêmes, nous allons voir comment nous allons résoudre la question des gens qui sont à l'est du pays, le M23 et les autres, qui compliquent actuellement la situation du fait que Kagame avait exigé, ou Kigali avait exigé Kinshasa de s'adresser directement au M23, une chose que Kinshasa refuse, et il veut qu'on cause avec Kigali. Mais actuellement, il y a les sanctions ou les poursuites judiciaires contre certains responsables de ce mouvement, et ça devient aussi quelque chose que eux disent que non, comme nous sommes sous menace judiciaire, nous ne pouvons pas lâcher. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans la négociation internationale? Il y a toujours eu l'équilibrisme. Ils veulent qu'on libère les leurs qui sont arrêtés par Kinshasa, oui. Mais eux aussi doivent comprendre les Congolais meurent. Les Congolais, les mamans souffrent, les enfants souffrent. Les Nations Unies paralysées. Aujourd'hui, on ne parle plus même de la justice internationale parce que lui-même, quand le président, le procureur de la Cour pénale internationale est sous sanction américaine, il n'a pas droit ni au fonctionnement de la CPI, et les Nations Unies sont paralysées, surtout que Poutine est en train de mener une opération de grande envergure en Ukraine. Aujourd'hui, je pense que le peuple congolais doit d'abord compter sur soi-même. Comme Hans Morgenthau le disait, en matière de la sécurité, on n'a jamais été mieux servi par soi-même que compter sur les efforts des alliés. D'accord.